Bonjour à tous. Je vais prendre le micro pour éviter de perdre ma voix, même si la salle est petite. Donc, je suis Olivier Andrieux-Gérard. Je suis responsable du pôle médias et usage numérique à l'Union nationale des associations familiales, donc l'UNAF, qui représente et accompagne les familles sur tous les sujets qui les concernent. On a notamment un pôle économie qui s'occupe de tous les aspects finances budgétaires, qui accompagne les UDAF qui ont des points conseil budget. On est le premier réseau associatif de points conseil budget, donc c'est ces dispositifs qui accompagnent toutes les familles en difficulté dans le cadre aussi de l'éducation financière. Alors moi, je suis pas du pôle éco, je suis d'un pôle à côté, donc le pôle usage numérique. Et depuis 20 ans, on a également en charge cette question des jeux d'argent et de hasard, à la fois les jeux d'argent et de hasard en ligne, mais également les jeux d'argent. Et j'ai participé à l'autorité de préfiguration de la loi de 2010. J'ai également travaillé au sein du COGEX. J'ai participé à des travaux avec l'ARGEL, l'autorité de régulation des jeux d'argent, et aujourd'hui avec l'autorité nationale des jeux. Donc voilà, c'est un sujet que je suis, que je connais depuis quelques années, en lien évidemment, vous l'avez compris, c'est la force aussi de l'UNAF, c'est qu'on a différents pôles, et donc évidemment il y a un lien entre jeux d'argent et questions financières. Alors peut-être pour commencer, rappeler les jeux d'argent de quoi on parle. Est-ce que vous êtes joueur de jeux d'argent? Peut-être pour commencer, levez la main ceux qui jouent aux jeux d'argent. Alors on appelle un joueur de jeux d'argent quelqu'un qui a joué au moins une fois à un jeu d'argent et de hasard au cours des 12 derniers mois. Voilà. Parce qu'après vous avez les joueurs plus réguliers, et puis les joueurs, on y reviendra, plus excessifs ou voire plus problématiques. Donc les jeux d'argent, donc c'est dans le code de la sécurité intérieure, c'est des textes qui sont assez anciens. Et donc les jeux d'argent et de hasard, c'est marqué, c'est des opérations offertes au public. Donc si vous faites une petite partie de poker en famille où il y a un peu d'argent qui circule, on ne rentre pas dans le cadre de la loi, avec une espérance de gain. Donc c'est bien ça le jeu d'argent. On achète quelque chose en espérant obtenir un gain, et puis avec un sacrifice financier de la part des participants. Donc il faut qu'il y ait cette dimension-là. Le régime aujourd'hui en France, c'est par les jeux d'argent sont prohibés. Mais vous avez tout un système de dispositions contraires qui va préciser quels sont les jeux d'argent et de hasard qui sont autorisés. Donc on est vraiment dans un régime dérogatoire sur une pratique qui est prohibée dans le cadre de la loi. Et puis un article aussi important, parce qu'on verra que par rapport au sujet notamment du rôle de la publicité, des influenceurs, etc., on considère que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. Donc on est toujours dans un régime dérogatoire spécifique. Alors si on avance un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le jeu d'argent et de hasard en France? Eh bien, vous avez différents types de jeux d'argent et de hasard que vous connaissez peut-être. Les jeux de tirage et de grattage, le pari sportif, le pari hippique et les jeux de casino. Vous avez ces 4 grands types de jeux d'argent avec une double spécificité. Vous avez le réseau physique en dur, que vous connaissez, et puis le réseau dématérialisé en ligne. Et vous voyez que on a sur chacun, si on croise les types de jeux avec les types de réseaux, on a des spécificités. Vous avez le monopole de la Française des Jeux, qui existe sur les jeux de tirage et de grattage, que ce soit en ligne ou en dur. Si vous jouez à des jeux de grattage et de tirage qui se prétendent être des jeux d'argent mais qui ne sont pas Française des Jeux, c'est que vous êtes dans un jeu illégal. Vous avez ensuite les paris sportifs qui sont à la fois en réseau physique en dur, et là c'est monopole de la Française des Jeux, Parions Sport, mais Parions Sport est également l'un des opérateurs des paris sportifs en ligne, avec d'autres que vous connaissez, je vais en citer d'autres pour éviter tout souci, Winamax, BetClick, etc., tous les opérateurs que vous connaissez. Et puis vous avez les paris hippiques, là aussi, le monopole PMU pour le réseau physique, et la concurrence pour les réseaux dématérialisés, avec parfois des choses pas toujours simples, puisque la Française des Jeux propose également du pari hippique en ligne, et le PMU du pari sportif ou en ligne. Et puis les jeux de casino, qui sont soit ces monopoles locaux, donc là vous avez les casinos sont sur les territoires auxquels vous pouvez aller, et puis une partie des jeux de casino, le poker, qui est autorisé en ligne, avec aussi un système dérogatoire, c'est-à-dire des acteurs qui ont le droit de proposer des jeux de poker en ligne, et puis pour tout le reste, c'est interdit. Alors c'est un vrai sujet qui revient chaque année
encore cette année dans le cadre des discussions, des débats parlementaires sur le projet de loi de finances, la question a été posée sur l'élargissement ou non de certains jeux, notamment des casinos en ligne. Donc pareil, les casinos en ligne sont interdits. Donc si vous avez des propositions d'offres de jeux de casinos en ligne, c'est que bien vous êtes dans de l'offre illégale. Donc on sait un marché un peu complexe, mais un marché qui a une masse financière assez importante, puisque lorsqu'on additionne l'ensemble des marchés, on est presque à 14 milliards d'euros de mise. Donc vous voyez que vous avez ces différents acteurs. Alors je ne suis pas très bon sur les PowerPoint, je suis désolé. Mais vous avez le monopole de la Française des Jeux que j'évoquais tout à l'heure, c'est 6,6 milliards d'euros, donc ça reste la moitié du marché. Et puis vous avez ensuite 2,7 milliards les casinos, 20% du marché. Et puis vous pourrez trouver le PMU 1,7 milliard, les paris sportifs 1,47 milliard, poker 0,5 milliard et les paris hippiques 0,35 milliard. Donc vous voyez que les paris sportifs, qui concernent notamment le jeu en ligne, ne sont pas aujourd'hui la masse principale. Et c'est vrai qu'on a parfois tendance, dans l'univers connecté numérique d'aujourd'hui, à penser la problématique des jeux d'argent sur la problématique des jeux en ligne. Alors on voit que l'un des gros enjeux, c'est bien le monopole de la Française des Jeux et les casinos qui, à eux deux, représentent à peu près 9 milliards de mise. On parle bien du produit brut des jeux, c'est-à-dire les mises réellement jouées par les joueurs. Toute une partie va être reversée aux joueurs, parce que parfois on entend d'autres chiffres qui correspondent en fait à l'ensemble des mises, y compris celles qui sont rejouées plusieurs fois. Mais évidemment, si vous jouez 10 euros, que vous gagnez, vous rejouez, vous pouvez avoir une mise totale qui est plus importante. Donc là, c'est 14 milliards, quelque part, qui sortent de l'argent des Français et qui circulent dans le marché des jeux d'argent. On voit quand même qu'on est sur quelque chose d'important. Alors, quelques pratiques de jeu pour qu'on ait bien en tête ces éléments. Donc, vous avez à chaque fois... Donc ça, c'est le rapport fait par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, qui a publié une étude en 2023 extrêmement intéressante et qui donne un certain nombre de données de marché. Donc, vous voyez que le jeu de tirage, c'est à peu près 35% du marché. Le jeu de grattage, c'est 31%. Et puis, vous avez ensuite les paris hippiques, les paris sportifs, poker, machine à sous, autres jeux de casino qui sont un peu moins importants. Donc, on a quand même une pratique de jeu qui est assez vaste, avec différents types de jeux, et puis des différenciations qui existent entre les hommes et les femmes, avec parfois le jeu de tirage qui est un peu plus genré du côté des hommes, mais surtout paris hippiques et paris sportifs, ainsi que poker, où on voit qu'on est beaucoup plus dans un univers masculin que dans un univers féminin. Alors j'avance un petit peu parce que j'ai qu'une demi-heure et que c'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures, mais je pourrais revenir rapidement. Donc toujours sur les pratiques des jeux. Là, c'est plutôt les pratiques des jeux en fonction de la fréquence de jeu. Je vous évoquais tout à l'heure, est-ce que vous êtes joueur? C'est évidemment important de regarder, est-ce qu'on est plutôt à jouer moins d'une fois par mois ou tous les jours ou presque. Et on s'aperçoit qu'une grosse partie des joueurs, en tout cas quel que soit le type de jeu, la moitié des joueurs jouent plutôt moins d'une fois par mois. Donc on a quand même une partie importante des joueurs en France qui ne sont pas des joueurs réguliers, mais plutôt des joueurs occasionnels ou avec une dimension, alors parfois qu'on appelle le jeu récréatif. C'est surtout la Française des Jeux qui aime bien utiliser ce côté jeu récréatif. Voilà, c'est-à-dire qu'on va miser, on va faire un loto... parce que c'est un vendredi de 13 où on va acheter des jeux de grattage parce que c'est son anniversaire et on se dit que peut-être ce jour-là on aura plus de chance. Et vous avez bien compris, on y reviendra, que tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de lien entre sa date d'anniversaire et sa probabilité de gagner au jeu d'argent. Je vous le dis tout de suite. Alors peut-être un focus sur le jeu des mineurs. C'est quand même un aspect important puisque je vous rappelle, dérogatoire, donc le jeu d'argent et de hasard est interdit aux mineurs. C'est la règle. Néanmoins, quand on creuse la pratique de jeu, donc là c'est notamment une étude qui a été menée par le CEDAP sur la base d'une enquête qui s'appelle Enjeu, qui date de 2021, on a 35% des jeunes entre 15 et 17 ans qui ont joué au moins une fois à des jeux d'argent. Un tiers des joueurs entre 15 et 17 ans. On sait que, et ça c'est aussi un point important, parce que quand on pense mineur, à nouveau, on penserait plutôt pratique en ligne,
ils vont jouer sur Internet, ils vont jouer via leur smartphone, etc. On s'aperçoit que 9 joueurs sur 10 passent par un lieu de distribution physique, et la moitié des jeunes, de 15 à 17 ans, de manière exclusive. C'est-à-dire que l'enjeu du jeu des mineurs aujourd'hui, avec toutes les problématiques sur lesquelles on va revenir, c'est aussi et avant tout un enjeu autour des lieux physiques. C'est-à-dire le jeune de 13, 14, 15, 16, 17 ans qui va aller au bureau de tabac, chez le buraliste, et qui va pouvoir jouer au jeu d'argent sans trop de difficultés. Et plus de la moitié qui déclare qu'il aurait très ou assez facile de jouer chez un buraliste. Donc voilà, donc là il y a un véritable enjeu de politique publique pour avancer sur ça. Donc je vous ai remis la prévalence des jeux d'argent au cours des 12 derniers mois. Et là on retrouve évidemment grattage et tirage en tête, puisque je vous disais que c'était principalement en physique. Et c'est vrai que les jeux de grattage qui peuvent exister aussi en ligne, ou les jeux de tirage où on va aller jouer chez son bureau de tabac, mais on a également les paris sportifs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a également paris e-sport. Donc on a quand même 7,5% des jeunes qui nous ont déclaré avoir fait des paris e-sport. Or, les paris sur l'e-sport sont interdits, puisque je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Alors vous voyez ce que c'est le e-sport ? Voilà, alors c'est les compétitions autour d'un jeu vidéo. Donc vous avez des clubs, des équipes, des compétitions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parier sur des compétitions de jeux vidéo. Alors ce chiffre-là, par exemple, est assez intéressant parce que du coup, il pose une question. Est-ce qu'il y a une confusion chez les jeunes entre e-sport, etc. Ou est-ce que ça traduit aussi, et c'est surtout comme ça que ça a été perçu, le fait que, évidemment, le pari e-sport est interdit dans l'offre légale. Mais vous pouvez avoir accès à des paris e-sport dans d'autres pays, donc que vous pouvez contourner ou jouer dans d'autres pays, ou vous pouvez avoir de l'offre illégale qui peut vous être proposée. Donc ça montre qu'il y a quand même un sujet aussi de préoccupation. Et qu'évidemment, c'est plus facile de mesurer les pratiques du jeu lorsque c'est une offre légale et de demander aux opérateurs de donner des données. Lorsque c'est une offre illégale, c'est difficile d'avoir des opérateurs illégaux, de leur dire vous pouvez nous donner des données de fréquentation, etc. Alors, quelques données financières aussi, puisqu'on quand même on est dans ce domaine de l'éducation financière et à la Banque de France, donc on va quand même un peu parler de finances. Quelles sont les dépenses dans l'année selon le type de jeu d'argent et de hasard? Donc vous voyez que, alors là l'idée c'est de regarder par décile quel est le montant qui a été joué. Donc vous voyez que si on prend, alors on peut prendre par exemple les jeux de tirage, le premier décile c'est 6 €, et lorsqu'on regarde le 9e décile, 520 €. Donc dans l'année, ça veut dire que les 10% de joueurs qui ont le plus joué d'un point de vue financier ont joué plus de 520 €. On monte jusqu'à 3 600 € pour le poker. Alors on sait que le poker, c'est une pratique qui peut vite entraîner des dépenses extrêmement importantes. Et vous avez un certain nombre de données. Ce qui ressort souvent de ce chiffre-là, c'est de se dire, finalement, la plupart des joueurs ne jouent pas tant que ça, il n'y a pas de problème. Lorsque vous prenez la médiane sur l'année, vous avez la moitié des joueurs qui en tirage jouent moins de 48 € sur l'année. Ça veut dire moins d'1 € par semaine. Donc, au fond, tout ça, pas de souci, le jeu d'argent, tout va très bien, aucun problème là-dessus. On est sur des petites sommes. Alors évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes. On sait d'abord que, toujours compliqué, il faudrait pouvoir aussi additionner, parce que ça peut être des joueurs qui additionnent. Donc déjà, si on rajoute un joueur qui jouerait au jeu de tirage, au jeu de grattage, à des paris hippiques, à des paris sportifs, ça commence à être un peu plus. Et puis ensuite, on sait que parfois, les sommes qui sont évoquées, on en a quand même, si on prend le 3e quartile par exemple, ça veut dire qu'on a 25% qui jouent plus de 156 €, et que tout ça est à rapporter aussi à la situation financière de la personne à un moment donné, et à quel moment on joue. Et on va y revenir après, que souvent il peut y avoir une pratique de jeu au moment où il y a justement des vulnérabilités et des situations délicates. Alors, sur les questions d'argent, on a pas mal d'études. Ah, le petit U est un échec de police qui ne fonctionne pas. N'y voyez rien d'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien entre les pratiques de jeu et la question d'argent? Alors, dans le cadre de leur étude, l'OFDT questionne chaque année, finalement, les joueurs sur les difficultés
que la pratique du jeu d'argent a entraîné. Alors, les difficultés, au-delà des questions de pratique excessive et dépendante, qui peuvent être traitées aussi d'une autre manière. Moi, j'y reviendrai. D'abord, on s'aperçoit que ce qui ressort souvent, c'est des difficultés liées à un sentiment de perte de contrôle. Voilà. Les joueurs, la première chose que disent les joueurs, c'est « Ah oui, j'ai joué au jeu, et à un moment, ouais, j'ai perdu complètement le contrôle. J'ai fait, en gros, je faisais n'importe quoi, j'étais plus capable de m'auto-réguler, de m'auto-limiter. » Alors, vous voyez que les chiffres restent des chiffres sur l'ensemble de la population des joueurs qui peuvent paraître assez faibles. On ne voit pas plus que 7,9%, 5%, 3%. Mais on parle bien de l'ensemble de la population des joueurs, y compris ceux qui jouent, comme beaucoup d'entre vous, une fois de l'année. On s'aperçoit quand même que rejouer une autre journée, c'est-à-dire on a joué un moment, on a perdu, et le lendemain on se dit non mais je vais m'y refaire. Là c'est pas possible. Bon, hier j'ai fait n'importe quoi, ma partie de poker, j'étais trop agressif, j'ai joué les mauvais numéros, c'était évident que c'était pas ça qui allait sortir. Et sur un pari hippique, j'ai pas assez bossé, mais lu les journaux pour faire les bons choix. Donc je vais rejouer parce que là cette année, aujourd'hui je vais me faire. Donc on voit bien que cette dynamique, elle entraîne le fait de on joue pour se refaire. En général, quand on joue pour se refaire, on ne se refait pas. Et donc, on rejoue pour se refaire. Et là, on part dans un système qui va nous embarquer dans des risques plus importants. On a quand même 5% des joueurs qui nous disent avoir misé plus d'argent qu'ils ne pouvaient se le permettre. Donc là, on est sur quelque chose de plus subjectif. Je sais que je n'aurais pas dû jouer autant, je n'avais pas les moyens, et pourtant, j'ai perdu le contrôle, je me suis lâché, et là, j'ai joué de manière plus importante. Et puis aussi, des joueurs qui disent ouais, c'est sympa, c'est super, le poker en ligne et tout, mais si je veux que ça continue à créer un peu de sensations, d'émotions, que ce soit sympa, il faut que je joue quand même un peu plus, parce que bon, c'est bien gentil de faire des parties de poker, mais 10 € par 10 €, on ne va pas aller très loin, donc je vais jouer un peu plus, que sinon je m'ennuie dans la partie de poker. J'allais dire autre chose, désolé. Donc ça, c'est quand même 3 aspects qui relèvent d'une dimension avec un impact financier. Et puis, on a quand même des difficultés qui sont spécifiquement liées aux questions financières qui ressortent. Alors, elles viennent après. Ce n'est pas la priorité, mais on a quand même 0,4% des joueurs qui disent avoir vendu quelque chose ou emprunté pour obtenir de l'argent pour jouer. Alors, encore une fois, on rapporte tout ça à la population des joueurs. La population des joueurs, grosso modo, c'est 38 millions de personnes. Donc 38 millions de personnes, vous faites le 0,4 fois 38 millions. Personne n'a le chiffre? Ça ne m'arrange pas, je suis en train de le calculer. Merci. 150 000? Ouais. Donc 150 000 joueurs qui ont vendu quelque chose. Non, mais ça doit être ça. 1%, ça doit faire 380 000. 0,5, ça fait 190. Donc on doit être à 180 000 à peu près. Bravo. Et quand on regarde des joueurs qui déclarent avoir eu des difficultés financières consécutives aux habitudes de jeu, c'est 1,3%. Donc là, si je prends mes 38 millions de joueurs, je commence à être à presque 400 000 joueurs qui évoquent des difficultés financières liées aux habitudes de jeu. Ça commence à être quelque chose d'intéressant. Sur les questions d'argent aussi, alors là, c'est une autre source, une enquête qui a été faite par Paris Jeunes, qui s'appelle Paris Jeunes, qui est sortie en fin d'année dernière, qui a été présentée mi-janvier, qui porte que sur la population du nord de Paris et du 93, mais qui ressort un certain nombre de choses extrêmement intéressantes, des choses dont on pouvait avoir une certaine intuition. D'abord sur les facteurs de vulnérabilité. Rappelez que, évidemment, plus on est en difficulté financière, plus ça risque d'entretenir en fait, ou de contribuer à une pratique de jeu de plus en plus risquée. Donc effectivement, on a un lien, une corrélation entre vulnérabilité et pratique du jeu et difficulté qui va s'auto-alimenter, avec donc un risque de se retrouver avec des populations de joueurs déjà en situation de vulnérabilité financière qui vont, à travers le jeu, renforcer cette vulnérabilité et donc ces risques financiers. Et puis aussi quand même certains milieux sociaux où on sait que les problèmes liés au jeu d'argent, et ça c'est dans l'enquête c'est montré, font quasiment partie du quotidien. C'est-à-dire que se rajoutent aux difficultés déjà existantes des difficultés liées au jeu d'argent, c'est-à-dire comment je vais faire pour trouver de l'argent pour pouvoir jouer aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut imaginer, et notamment un certain nombre de dommages, de l'emprunt,
du crédit, de la dette, qui est évoqué quand même par ces premiers items, 50% de personnes qui envisageraient, qui n'hésiteraient pas à s'endetter, à emprunter ou à faire un crédit auprès de proches ou d'autres personnes. Alors, on est dans une enquête 93, donc avec des difficultés dans certains milieux qui font qu'on voit bien le type de crédit qui pourrait être fait, auprès de qui ça pourrait être fait. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Et quand même 32% qui évoquent des chèques sans provision, voire du vol, pour pouvoir avoir leur pratique de jeu. D'accord ? Donc on est quand même sur un lien aussi, sur des dommages assez importants. Et quand on regarde les motivations à jouer, c'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement vous jouez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? On s'aperçoit qu'il y a quand même une dimension financière extrêmement forte, et c'est l'un des premiers ressorts émotionnels. C'est ces perspectives se poser de gains rapides. Je vais gagner le gros lot, je vais changer de vie, je vais prendre mes affaires, je vais quitter la Seine-Saint-Denis et je vais aller m'installer sur une île paradisiaque où je pourrai avoir une vie extrêmement intéressante. Ou alors simplement, j'ai besoin de m'acheter, j'ai un besoin immédiat de consommer, de consommation, lié à d'autres facteurs. Et donc je vais essayer de jouer pour gagner, non pas forcément la somme énorme pour changer de vie, mais simplement 500 euros, 1000 euros, etc., pour pouvoir m'acheter quelque chose, ou peut-être une somme intermédiaire, voilà, acheter une voiture, etc. Et deuxième aspect de les motivations à jouer, c'est ce qui s'appelle des ressorts escapistes, c'est-à-dire s'échapper de sa vie, du quotidien, et les difficultés financières qui bouchent l'horizon du possible. Donc on voit quand même que dans les motivations à jouer, ces aspects-là financiers ressortent. Le temps passe, hein. Donc je vais avancer. Le jeu problématique, juste quelques chiffres quand même. Alors c'est toujours, évidemment, quand on prend les pourcentages, on se dit, finalement, c'est pas important. Le jeu excessif, c'est 1,7% pour le jeu modéré et 0,8% pour le jeu excessif. Ce qui fait quand même, alors j'ai fait une erreur, c'est 810 000 pour le jeu modéré et 360 000 adultes, ce qui fait plus d'1 million de personnes. 1 million de personnes qui ont un jeu problématique aujourd'hui en France. À peu près, évidemment, tout ça est compliqué à mesurer. Avec d'ailleurs un effet très genré, puisqu'on est quand même 7,5% sont des hommes et 2,2% des femmes. Et puis, un aspect important, c'est que le jeu problématique, c'est 38% de mes 14 milliards tout à l'heure. Et ça, c'est un aspect aussi important. C'est-à-dire qu'on a 14 milliards, mais on a un jeu très concentré. Les joueurs problématiques, mon million de joueurs, à eux seuls, c'est presque 40% du chiffre d'affaires des jeux. Alors, quelles influences, rapidement? Il y a 3 influences que j'ai évoquées, enfin, il y en a 4. D'abord, les bonus. Ça, c'est un vrai sujet. Bonus gratification. Vous avez déjà tous vu jusqu'à 200 € offerts, etc. Donc on sait, ça c'est assez documenté, que en gros on va vous faire miroiter des gains, une somme offerte. En réalité, quand on creuse, les choses sont souvent beaucoup plus contraignantes. Ça veut dire que notamment, à la fois il va falloir valider votre code d'inscription. Donc vous ne pouvez pas jouer ou recevoir les choses sans vous inscrire complètement et faire la démarche complète. Et puis, en fait, souvent, on ne va pas vous donner, on ne va pas vous rembourser l'argent. On va vous faire ce qu'on appelle les freebies, c'est-à-dire des paris gratuits. C'est-à-dire que ça va être une somme qui va vous permettre d'ailleurs de rejouer de l'argent. Donc, en gros, ça réalimente et ça enclenche en fait votre entrée dans le système. Donc, ce n'est pas du tout 200 € qui vous sont offerts, etc. Et puis, surtout, il y a quand même des choses. D'abord, 43% des joueurs disent « ouais, les bonus, même quand on est joueur, on a un compte, on joue un petit peu, puis là, on nous remet un bonus, ça nous incite beaucoup plus à jouer. » Donc c'est un effet extrêmement contraignant, ça va vous inciter à jouer. Il y a quand même une étude aussi en vie réelle qui démontre que le bonus, ça entraîne une augmentation significative de la fréquence de jeu, ainsi que des sommes d'argent misées. Donc là aussi, c'est un effet où le bonus va vraiment augmenter finalement la pratique de jeu. Et en fait, quand on regarde globalement l'effet des bonus sur la pratique de jeu, ça multiplie par 3 le risque de comportement de jeu à risque, et par 5 si le joueur est par ailleurs potentiellement excessif, c'est-à-dire des joueurs déjà vulnérables. Donc on voit bien que là, il y a un effet bonus, et que lorsqu'on demande finalement quelles sont les évolutions réglementaires législatives sur lesquelles il faut sans doute avancer, cette question des bonus, elle est extrêmement importante. Il y a sans doute nécessité de renforcer cet aspect-là. Le deuxième sujet, mais je ne vais pas revenir sur les influenceurs, parce que vous avez une
magnifique conférence ce matin, semble-t-il. Juste rappeler quand même qu'évidemment, il y a tout le régime publicitaire. Alors je vous rappelle que les jeux d'argent font partie d'une activité spécifique. Donc la publicité des jeux d'argent est interdite et vous avez toute une liste d'éléments qui interdit lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, lorsqu'elle suggère que le joueur contribue à la réussite sociale. Honnêtement, je ne sais pas si on vous passera ces éléments, mais si vous prenez une photo, vous relisez à tête reposée ce soir ces éléments et vous pensez aux publicités que vous avez vues sur les jeux d'argent. Et vous vous dites, c'est pas très... moi, il me semble que quand même, lorsqu'elle suggère que le jouet contribue à la réussite sociale, enfin, voilà, il y a quand même souvent, à la cite à une pratique excessive, on est quand même souvent à la limite de la limite quand même. Et puis, un quart des jeunes mineurs, déclarent avoir envie de jouer après une publicité. Donc là, on est quand même sur des publicités influentes. Ce n'est pas juste une publicité pour se faire plaisir. Ouais, d'accord. Je finis la dernière slide. Pour parler de l'environnement aussi, des parents, des adultes. Parce que sur le jeu des mineurs, on a quand même des éléments importants. D'abord, 41% des parents affirment avoir déjà proposé à leur enfant de jouer ou de participer à un jeu d'argent. Donc ça, c'est quand même un aspect important. Et en fait, on a même parfois des situations même plus problématiques, puisqu'on a quand même des parents qui évoquent le fait qu'ils vont demander à leur enfant d'acheter les jeux de grattage, ou même ils vont leur ouvrir un compte sur le site de paris sportifs. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, derrière, ça renvoie aussi à une question. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le jeu comme élément de transmission, d'éducation dans les familles, de recréer un lien. Ça, faut pas l'oublier. La pratique du jeu, elle est parfois ancrée dans des familles. Donc, on va se servir du jeu comme un élément de transmission, de partage avec l'enfant. Mais il y a aussi toute la question des fausses croyances et de l'imaginaire qu'il peut y avoir. On sait aujourd'hui que l'enfant martingale ou la chance du débutant, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, tiens, donne-moi 5 numéros, parce que voilà, cette espèce de chance de l'enfant, du jeune enfant qui va choisir. Alors que nous, on sait bien que tout de suite, on est influencé, on a des numéros en tête, etc. Et donc, on va en tant que parent, qu'en tant qu'adulte, on a aussi collectivement une responsabilité sur l'image qu'on renvoie par rapport au jeu d'argent. Et donc voilà, et pour terminer, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on arrive sur ces questions, on regarde des enjeux notamment financiers, de traiter de cette question des bonus, de la publicité et de l'environnement social familial, au-delà évidemment de la régulation du marché. Voilà.